L'ascenseur du The Observatory, ce restaurant d'observation au dernier étage du plus haut gratte-ciel du quartier financier de San Francisco, ne montait pas simplement. Il s'élevait dans une autre sphère. Il perçait la ligne des nuages de la baie et ouvrait un monde où le champagne coûtait plus cher que le loyer annuel de nombreux appartements et où l'air embaumait le bois poli, l'huile de truffe et l'odeur unmistakable de la richesse incommensurable. Ici où la Silicon Valley scellait ses accords, un homme dominait la scène même dans son absence totale d'interaction, Elias Thorne. La table 17, sa réservation fixe chaque soir à 20 heures précises, était une niche stratégiquement placée pour offrir une intimité complète tout en permettant une vue dégagée sur toute la baie jusqu'à la masse sombre d'Oakland. Une table pour un homme qui voulait voir le monde sans être vu par lui. Elias Thorne, l'homme de 50 ans aux yeux gris orageux et au profil ascétique, n'entrait pas dans le restaurant. Il se matérialisait. Son apparition était un acte d'une telle quiétude troublante que même les conversations les plus animées aux tables voisines s'interrompaient un instant. Il portait toujours un costume dont la coupe était si impeccable qu'elle semblait accentuer la froideur et la distance du porteur. Il était le fondateur et dirigeant de Thorne Innovations, dont l'influence s'étendait profondément dans les marchés mondiaux, mais depuis 5 ans, il n'était plus pour le public que le Hermit de Pacific Heights, un mythe nourri par la tragédie. Chaque soir, il accomplissait son rituel étrange et immuable. D'abord apparaissait Silas, son garde du corps. Un colosse dont les traits du visage, sous l'éclairage parcimonieux du restaurant, semblaient taillés dans le granit. Silas balayait la salle du regard, ses yeux ne s'attardant pas, mais captant tout comme s'il scannait des menaces invisibles. Un simple hochement de tête à Julien, le maître d'hôtel, suffisait. Julien savait. Puis Elias entrait. Grand, avec une posture à la fois majestueuse et inaccessible. Il s'asseyait, déployait sa serviette et ne jetait pas un regard au menu, mais directement à travers la baie vitrée panoramique, comme si les lumières de la ville étaient une peinture floue. Julien, maître de la discrétion, signalait immédiatement à la cuisine. La commande était toujours identique, jamais prononcée, un dashi de poulet avec du riz vapeur. Un plat d'une simplicité élémentaire en contraste criant avec les extravagances culinaires servies ailleurs. Dès que le bol laqué impeccable et sombre était placé devant lui, Elias n'y touchait pas. Il restait assis immobile, les mains jointes sur la nappe d'un blanc immaculé, une statue vivante du deuil. Les rumeurs de la Silicon Valley bouillonnaient autour de ce repas intact. Les analystes discutaient de l'évolution de ses actions, tandis que les chroniqueurs People spéculaient sur un régime excentrique, une protestation secrète ou, comme beaucoup le supposaient, un signe d'instabilité psychique. Le véritable fascinant et la source des rumeurs survenait cependant après l'heure étrange de silence. Elias Thorne se levait sans avoir touché au dashi. Il ne se retournait pas. Il sortait de sa poche de poitrine un petit objet soigneusement emballé et le déposait doucement à côté du bol froid. C'était un netsuke. Cette fois, c'était le lièvre au jardin d'ambre, une sculpture miniature, peut-être 3 centimètres et demi de haut taillé dans du bois de buis finement veiné. La figure d'un lièvre debout sur ses pattes, arrière les oreilles dressées, équilibrant un minuscule panier avec de minuscules fruits ambrés, scintillants. Le détail était époustouflant. Le lustre du bois racontait des années de caresses et de polissage. Une œuvre d'un maître de la fin de l'époque et d'eau inestimable et pleine de symbolisme. Julian, le maître d'hôtel, dont le sourire était habituellement aussi figé que les prix sur la carte des vins, récupérait la figurine avec une révérence presque religieuse.
Julian n'était pas historien d'art, mais il savait que ces petites figures de ceinture japonaise, la meilleure explication allemande pour Netsuke, avaient une valeur qui allait bien au-delà du matériel. À l'arrière-plan, Lena Schneider observait tout le rituel. Elle était dans sa 3e semaine d'essai et avait enfin obtenu l'autorisation de travailler dans la salle à manger principale. Lena, avec ses cheveux blonds strictement attachés en queue de cheval et ses yeux qui, malgré la fatigue des services, brillaient d'intelligence, était la serveuse la plus improbable du The Observatory. Son cœur et sa véritable vocation résidaient dans l'anthropologie culturelle. Elle avait obtenu son master à l'Université de Berkeley en histoire de l'art est-asiatique et avait rédigé sa thèse sur les Netsukeshi, les maîtres de la sculpture et le rôle symbolique des figures de ceinture dans le folklore japonais. Lena savait que le lièvre au jardin d'ombre n'était pas un ornement aléatoire. Le lièvre symbolise, dans la mythologie est-asiatique, la longévité, la renaissance, et souvent représenté comme compagnon de la lune, la solitude. Les petits jardins d'ambre pouvaient faire allusion au légendaire jardin d'herbe de la lune, un lieu d'immortalité. Soudain, Elias Thorne n'était plus pour Lena un client mais un texte à déchiffrer. Pourquoi un homme si riche laissait-il un objet historique si intime? Ce n'était pas de la vantardise car il n'en parlait pas. C'était un code. Le monde extérieur avait sa propre interprétation du code. Marcus Finch, le dirigeant sans scrupules d'Apex Acquisitions d'entreprise, était déterminé à faire s'effondrer la façade de Thorne Innovations. Finch, qui interprétait le silence d'Elias comme une faiblesse, répandait des rumeurs ciblées. Il perd pied, tonnait Finch dans un appel téléphonique qu'il menait délibérément fort dans un café. L'homme a mis la fondation Héritage Thorne en suspens depuis des années. Il laisse des milliards de milliards pourrir dans un no man's land culturel pendant qu'il s'occupe de mini-sculptures. Il est émotionnellement absent. Le conseil d'administration le reconnaîtra dans 2 semaines. L'obsession est la fenêtre par laquelle nous prendrons son empire. Pour Finch et la presse financière, Elias Thorne était un loup blessé sur le point d'être dévoré par ses propres peurs. Les Netsuke n'étaient pour eux que des preuves de son instabilité émotionnelle. Pourtant, lorsque Lena débarrassait la table 17, elle ressentait quelque chose d'autre. Le bol de dashi n'était pas seulement froid, il semblait avoir absorbé le froid d'un vide profond. Lena ne regardait pas la nourriture qu'il ne touchait pas, mais la chaise vide en face. Pourquoi une table pour 2? Pourquoi un repas qu'il ne touchait pas? Les Netsuke qu'elle pouvait admirer le soir dans la vitrine d'exposition du vestibule du restaurant formaient dans son esprit une chronologie de la douleur. Elles étaient toutes des figures de protection ou de famille, le singe symbole de prudence, la figure de Daruma, symbole de persévérance et de courage, et la figure abandonnée aujourd'hui du lièvre, symbole de solitude. Lena reconnaissait que Elias Thorne communiquait dans une langue privée inaudible. Une langue que seuls ceux qui connaissaient la morale et les légendes de la sculpture sur bois japonaise pouvaient y comprendre. Le sentiment qu'elle était la seule à pouvoir comprendre le code grandissait en elle. Ce n'était pas seulement une curiosité intellectuelle, mais une vague soudaine et écrasante d'empathie. Elle savait cet homme n'était pas fou. C'était un homme qui essayait de poursuivre une conversation avec une ombre, et ces minuscules sculptures inestimables étaient les seuls mots qu'il pouvait encore prononcer. Maintenant, elle devait découvrir à qui ces mots étaient adressés. La réponse se trouvait quelque part entre les archives des contes populaires japonais et les rapports douloureux et incomplets sur la tragédie de la famille Thorne. Le chemin vers la vérité ne passait pas par les journaux économiques, mais par la profonde solitude d'un homme qui conservait son cœur dans de minuscules figures de bois.
Lena Schneider avait brisé les lois non écrites du The Observatory, ce restaurant d'observation des puissants. Elle avait jeté un regard derrière la façade et découvert une vérité plus douloureuse et plus humaine que ce que les rapports superficiels de la Silicon Valley n'avaient jamais permis. Son master en anthropologie culturelle, autrefois un fardeau inutile dans le monde de la haute gastronomie, était maintenant sa seule clé pour comprendre le fantôme Elias Thorne. Son petit appartement en location avec ses étagères débordantes de livres et l'odeur de papier ancien qui ressemblait à des archives devint son quartier général. En contraste marqué avec le monde de marbre impeccable du gratte-ciel, Lena plongeait dans les profondeurs de l'histoire. Elle ignorait ses frais universitaires en suspens et ses prêts étudiants, car la chasse à cette vérité avait pris une urgence existentielle. Son approche était dite scientifique, mais portée par une profonde empathie. Les variables constantes du rituel d'Elias étaient de le dashi intact et la figure miniature à boutons Natsuke. Le dashi, la simple soupe japonaise, était le point d'ancrage. C'est la nourriture du foyer de l'enfance. Lena cherchait le nom du fils d'Elias qu'elle ne connaissait que par de vagues rumeurs floues qui avaient à peine survécu au bavardage des 5 dernières années Kaito. La recherche de Kaito Thorne dans les archives des journaux locaux était laborieuse. Elle dut ajuster les paramètres de recherche de Leader Economic Accident Tech et Scandale Thorne à des termes plus spécifiques. Accident de voile, victimes enfants, baie de San Francisco et drame familial. Après des heures à se frayer un chemin à travers des archives chiffrées et à déchiffrer d'anciennes numérisations pixelisées, elle le trouva. L'article, daté d'exactement 5 ans et 4 mois, rapportait une sortie en voile pendant une tempête côtière inattendue, connue sous le nom de Dragon silencieux, car elle s'était abattue sur la baie sans avertissement. Sarah Thorne, l'épouse d'Elias, et leur fils de 11 ans, Kaito Thorne, étaient portés disparus et leur corps jamais retrouvés. L'enquête officielle parlait d'un accident tragique et imprévisible. Pour Elias Thorne, c'était le jour où le monde avait cessé de faire du bruit. Lena fixait la photo jaunie du garçon, Kaito. Le nom qui, selon l'écriture, pouvait signifier grand océan ou traversée maritime était devenu une prophétie douloureuse. Soudain, Lena ne voyait pas seulement la connexion entre le rituel et la tragédie. Elle voyait le langage symbolique du deuil codé dans chaque détail, le dashi, le plat préféré de Kaito, souvent le dernier qu'il commandait chez son père. La chaise vide, la place non occupée à la table familiale. Le repas intact, l'incapacité du père depuis ce jour à mener une vie complète et épanouie ou à prendre de la nourriture. La séquence des Netsuke, une suite soigneusement curée de figures miniatures que Kaito aimait et qui reflétaient toutes des thèmes de protection, de navigation ou de loyauté. Cette révélation qu'Elias Thorne tenait une veillée funèbre de mémoire, où il déposait chaque soir un minuscule objet précieux comme un geste muet d'amour sur la table, provoqua en Lena un mélange de profonde émotion et de nécessité urgente. Elle savait que cette connaissance était sa seule chance de le sauver de la destruction financière et émotionnelle par Marcus Finch. Pendant ce temps, Finch intensifiait sa campagne. Il diffusait des fuites d'informations ciblées sur la stagnation financière de la Fondation Héritage Thorne. La fondation, dont les actifs étaient estimés à des milliards, était dédiée à la passion de Kaito, l'éducation culturelle et la compréhension des arts anciens à l'aide de technologies de pointe. Depuis le retraite émotionnelle d'Elias, elle était devenue un géant endormi, une cible facile pour Finch. Dans une interview exclusive à une émission économique, Finch utilisait une rhétorique cynique
mais efficace. Nous ne pouvons pas permettre qu'une fortune de cette ampleur soit bloquée par la manie de collectionneur excentrique du dirigeant de l'entreprise. L'exposition répétée et publique de ces mini-figures à boutons témoigne d'une fuite de la réalité qui rend M. Thorne inapte à son rôle de fiduciaire dans un conglomérat mondial. Le conseil d'administration doit agir lors du vote à venir dans 2 semaines pour réanimer la fondation. Le délai était terrifiquement court, 2 semaines. Lena savait qu'elle ne pouvait pas hésiter. Elle devait briser le masque de l'ermite et lui montrer que son deuil privé était utilisé par ses ennemis comme preuve de son incompétence. Ce soir-là, alors que les brumes montaient de la baie et que les lumières de la ville scintillaient comme des diamantiers brisés, Elias Thorne entrait comme d'habitude dans le The Observatory. Il semblait encore plus pâle et distant que d'habitude. Le netsuke qu'il portait ce soir-là était une urzel. L'urzel, une désignation poétique souvent mystique pour la tortue de mer, dans ce cas en ébène poli, symbolisait dans le folklore japonais la longévité et la capacité à porter le monde sur son dos. C'était un symbole d'endurance sous une charge insupportable. Lorsque Lena posa le dashi froid devant lui, elle sentit la tension de Silas, l'ex-soldat des forces spéciales de la marine, son terme pour Navy SEAL, qui fit un pas plus près de son maître. Lena l'ignora. Elle savait que le danger d'être licenciée par Silas était moindre que de laisser Elias silencieux face à la destruction. Elle se pencha en avant, sa voix n'était guère plus qu'un souffle, mais claire et déterminée. L'urzel est une histoire d'invulnérabilité, Monsieur Thorne. Dans la tradition, elle peut porter des îles. Elle supporte le poids, mais les maîtres de l'école de Kyoto l'ont aussi sculptée pour symboliser le lien indestructible entre ceux qui voyagent et ceux qui attendent avec Longjing. La main droite d'Elias posée sur la table se crispa, ses doigts blanchirent. Il ne leva pas les yeux. Lena continua un peu plus fort en touchant la couche la plus profonde de sa douleur. Elle passa à une forme d'allemand proche de la précision académique. Le dashi refroidit, mais ce repas n'est pas pour vous. C'est la dernière promesse. L'urzel est ici ce soir parce que vous souhaitez qu'il vous garde comme inébranlable dans sa mémoire. Mais Kaito est parti parce qu'il n'a plus pu entendre l'histoire du dragon qui garde le trésor. Vous lui devez cette histoire, et tant que vous ne la prononcez pas, elle vous sera volée. Lorsque Lena prononça le nom de Kaito et établit le lien avec l'histoire manquante, Elias Thorne émit un son bref et étouffé, un mélange de douleur et de surprise. Il leva la tête. Ses yeux gris orageux fixèrent Lena non avec colère, mais avec un désespoir terrible et nu. « Comment savez-vous cela ?» murmura-t-il. « J'ai lu son histoire dans vos figures, » répondit Lena calmement. « Pendant 5 ans, vous lui avez laissé chaque soir une morale, dans l'espoir que son âme la trouve. Le singe qui se couvre les yeux, silence. Le kirin, justice. Aujourd'hui, l'urzel, endurance. » Il hocha lentement la tête, inspira profondément. La tension quitta ses épaules et il s'affaissa dans son siège. C'était comme s'il sentait pour la première fois depuis des années le poids insupportable de son costume. « L'histoire, » commença Elias. Il adorait ce récit. Le dragon qui garde un trésor de lumière pure dans l'océan, mais personne ne peut le voir parce que les gens ne regardent que l'or. Je lui ai promis de lui raconter la suite quand nous rentrerions de la sortie en voile. Nous ne sommes pas rentrés. J'ai essayé de terminer l'histoire avec moi-même, mais je ne trouve pas les mots. Les Netsuke sont mes chapitres muets. Il fit signe à Silas de reculer. Un geste clair et inhabituel, Silas recula à contre-cœur, les yeux encore acérés, comme des lames sur Lena.
Lena saisit l'opportunité unique de sa vie. Elle abandonna toute retenue professionnelle. Monsieur Thorne Marcus Finch a trouvé votre arme et l'utilise contre vous. Il appelle ces magnifiques témoins de votre amour des preuves de folie. Dans 2 semaines, il présentera au conseil d'administration que vous bloquez émotionnellement la Fondation Héritage Thorne et il la prendra. Elias ferma les yeux. Je sais, je m'en doutais. Je ne peux pas me défendre. Je suis vide à l'intérieur. Alors combattons avec la vérité, dit Lena, sa voix tremblant légèrement d'adrénaline. Vous devez transformer le deuil privé en héritage public. Les Netsuke ne sont pas seulement pour Kaito. Elles sont la preuve parfaite de ce que la Fondation devrait être, le pont entre la sagesse ancienne et la nouvelle technologie. Lena se baissa sous la table et sortit une mallette, pas un sac de serveuse, mais son vieux sac d'université usé. Elle le posa sur la chaise vide. J'ai l'expertise. Je connais les histoires qu'elle raconte. Nous devons organiser dans les 14 prochains jours une exposition de compréhension, une exposition pour l'explication culturelle. Nous utilisons les Netsuke pour enseigner au monde ce qu'elles ont enseigné à Kaito. Nous montrons à Finch et au conseil d'administration que votre obsession est la forme la plus profonde de responsabilité. L'Urzel nous enseigne l'endurance. Il est temps de quitter l'île et d'affronter la mer. Un long silence emplit la salle, seulement interrompu par le léger tintement de couverts au loin. Elias Thorne, l'homme qui contrôlait des milliards, mais n'avait pas avalé une bouchée depuis des années, ouvrit les yeux. Il regarda Lena, la serveuse, qui venait de lui parler dans sa langue la plus secrète. Dans ses yeux, il ne vit pas de pitié ou de peur, mais une détermination académique acérée comme une lame. Il hocha la tête, un geste d'une gravité incommensurable. « Mademoiselle Schneider, vous n'êtes pas une serveuse, vous êtes ma traductrice. Le plan commence maintenant. » Par où commençons-nous l'alliance était forgée. C'était une alliance entre l'ermite de la technologie et l'anthropologue du passé. Leur champ de bataille était le conseil d'administration et leurs armes étaient des figures sculptées de 25 mm. Le combat contre Finch avait commencé, et le premier objectif était de transformer la Fondation Héritage Thorne en ce pourquoi Elias l'avait fondé à l'origine, l'héritage lumineux et final de Kaito. Le dashi intact resta froid, mais au cœur d'Elias Thorne s'éveilla une étincelle éteinte depuis 5 ans. La transformation de la salle des maîtres d'hôtel de The Observatory en centre d'opération de sauvetage pour la Fondation Héritage Thorne était une métaphore de l'état d'Elias Thorne, un virage brutal et douloureux. Elias et Lena Schneider avaient dû changer de lieu et se trouvaient maintenant dans l'immobilité de la Fondation, un vaste complexe de bureaux luxueux au sud de la ville, maintenu depuis 5 ans seulement par une équipe d'entretien minimaliste. Cet endroit, le phare dans le brouillard, comme Elias l'avait autrefois nommé, sentait l'enthousiasme passé. Les murs étaient couverts de posters poussiéreux de conférences qui n'avaient jamais eu lieu, et dans les armoires, à dossiers, gisaient en tout des brouillons incomplets de programmes éducatifs censés réaliser la vision de Kaito de transfert de connaissances par la technologie. La première réunion de crise se tint dans la salle de guerre exécutive, une pièce conçue pour des discussions stratégiques de plusieurs heures et non pour des percées thérapeutiques. Elias Thorne, maintenant, sans son masque inaccessible, semblait presque plus fragile, mais ses yeux fixaient Lena avec une intensité inébranlable. Le deuil n'avait pas disparu, mais il était canalisé. « Nous avons 12 jours et 11 heures, calcula Elias, rendant presque palpable le nombre de secondes écoulées depuis sa dernière réunion avec son conseiller financier.
Finch n'attendra pas le vote formel du conseil d'administration. Il essaie de me priver de base morale. Sa tactique récente, l'administration fiscale et le régulateur financier. Il a semé des indices anonymes selon lesquels mes achats de Netsuke constituent une utilisation cachée et non déclarée des fonds de la Fondation. Lena, maintenant dans le rôle de directrice de la gestion de projets culturels, reconnaissait le danger. Finch jouait un double jeu, il discréditait Elias publiquement comme un deuil excentrique et le sapait simultanément avec des moyens bureaucratiques comme un fiduciaire financièrement irresponsable. Le recrutement de l'équipe sceptique. L'étape suivante fut le recrutement de la meilleure équipe technologique d'Elias de Thorn Innovation. 3 ingénieurs travaillant sur les réseaux neuronaux, la réalité augmentée et la sécurité des données furent relocalisés à contre-cœur dans la salle de guerre désaffectée. Dr. Klaus Wagner, le programmeur en chef pour les calculs spatiaux, était le centre de la résistance. C'était un homme dont le monde des valeurs reposait sur la logique binaire. Il fixait la boîte contenant les minuscules figures artistiques à boutons Netsuke, comme s'il s'agissait de reliques d'une civilisation étrangère et incompréhensible. Avec tout le respect, M. Thorne, dit Dr. Wagner d'une voix sèche de raison. Nous sommes chargés de développer une plateforme d'apprentissage automatique. Maintenant, nous devons programmer en 2 semaines une application de compte qui anime des figures de ceinture japonaises avec la réalité augmentée. C'est une contradiction en soi avec l'intégrité scientifique de la Fondation. Lena s'avança ses mains posées sur la table, sa posture irradiant une sérénité académique. Dr. Wagner, les Netsuke ne sont pas des contes. Ce sont des capsules morales visuelles. Chaque figure représente une valeur fondamentale. L'Urzel tortue pour l'endurance, le singe pour la prudence, le tengu gobelin des forêts pour l'humilité, le kirin, licorne pour la justice. Ce sont les fondements de toute société fonctionnelle et tout algorithme devrait s'y appuyer. Elle souleva le Netsuke du tengu, le gobelin des forêts arrogant à long nez. L'histoire du tengu est l'histoire de la Silicon Valley, expliqua Lena. Le long nez symbolise l'orgueil qui mène à la chute. Si nous faisons flotter ce gobelin en réalité augmentée au-dessus d'un modèle tridimensionnel d'un algorithme arrogant, nous montrons la vision de Kaito que l'éthique doit sauver la technologie de l'arrogance. C'est le cœur de la Fondation. Nous traduisons la sagesse du bois en éthique binaire. Dr. Wagner hésita. L'étincelle intellectuelle était allumée. Il ne voyait plus les Netsuke comme de l'art, mais comme des points de données analogiques pour le comportement humain. Le défi de couler ces structures socio-morales complexes en code l'excitait. Le combat pour l'intégrité. Le travail commença dans une shift fiévreuse et ininterrompue de 7 jours. Silas, l'ex-soldat des forces spéciales de la marine, fut nommé chef de la logistique et de la sécurité. Sa tâche était de garder les précieuses figures 24 heures sur 24 et de s'assurer que l'équipe soit approvisionnée en nourriture caféine et surtout en temps ininterrompu. Pendant que Dr. Wagner et son équipe avançaient la modélisation spatiale des Netsuke et créaient les animations des histoires, Elias combattait sur le front juridique et financier. L'attaque de Finch n'était pas seulement rhétorique, mais tactiquement précise. L'auditeur exigeait des preuves détaillées sur l'origine de chaque centime des Netsuke dans l'espoir de compliquer les preuves d'achat d'Elias et les structures juridiques associées de la Fondation. Lors d'une conférence téléphonique particulièrement tendue avec l'équipe d'avocats d'Elias, la gravité de la situation devint claire. Monsieur Thorne Finch a trouvé notre point faible, expliqua la chef avocate d'Elias.
La finalité purpose de la Fondation était formulée de manière ouverte, mais pas assez spécifique pour les achats d'antiquités. Finch argue que ces œuvres d'art miniatures valant des millions ne remplissent pas un objectif éducatif direct, mais satisfont seulement votre fixation émotionnelle privée. Elias regarda Léna. Il était au carrefour. Il devait prouver que les figures étaient plus qu'un soulagement de la douleur. Dites à l'équipe d'avocats, ordonna Elias, sa voix maintenant ferme, comme du granit, que les Netsuke sont les outils d'enseignement. Elles sont le cœur du curriculum. Et dans 5 jours, nous le prouverons avec une démonstration publique que Finch ne pourra ignorer. La révélation de l'histoire inachevée. Lorsque Léna approvisionna l'équipe en repas le soir du 5e jour, elle remarqua que Elias portait avec lui la petite figure de cordon inachevée qui n'était pas un Netsuke, mais l'œuvre enfantine de sculpture de Kaito. Il la tenait dans la main en lisant des documents. C'était le signe visible de son attachement au deuil, grief attachment. « Nous avons les modèles prêts, Monsieur Thorne, dit Léna doucement. L'urzel symbolise l'endurance. Mais il manque la touche finale. Nous avons besoin de l'histoire de clôture. L'histoire du dragon que vous avez promise à Kaito. » Elias inspira et expira profondément. La pièce était silencieuse, seulement le bourdonnement des ordinateurs haute performance qui construisaient l'enveloppe digitale autour des Netsuke. Souvenez-vous, Kaito voyait en toute une pierre de lumière de la connaissance, commença Elias, en regardant le petit morceau de bois inachevé dans sa main. Elias raconta toute l'histoire en détail maintenant, non seulement pour Léna, mais pour toute l'équipe technique épuisée. Le dragon gardait la pierre de lumière dans la fosse la plus profonde. Beaucoup essayèrent de l'éliminer et de la voler avec des filets et des ancres, car ils croyaient que c'était de l'or. Ils sombrèrent dans leur propre avidité, dans l'obscurité. Mais le petit garçon, l'apprenti marin, avait une approche différente. La voix d'Elias devint plus douce, plus intime. Le garçon reconnut qu'on ne peut pas voler la lumière. Il faut la respecter. Il navigua avec son petit bateau à voile léger que Kaito aimait tant au-dessus de la fosse. Au lieu de jeter une ancre ou une ligne dans l'eau, le garçon laissa seulement tomber son rire pur et clair dans l'eau. C'était le rire d'un enfant qui ne connaissait pas l'avidité, mais seulement la joie de la vue. Ce rire toucha le dragon non comme une menace, mais comme une harmonie. Il s'arrêta, une larme scintilla brièvement au coin de ses yeux. Le dragon, touché par la pureté de ce rire, souleva la pierre de lumière de la connaissance de la fosse. Il la souleva si haut que sa lumière, non seulement pour le garçon, mais pour tous les marins, montra les bas-fonds dangereux et les récifs cachés. Le garçon devint le navigateur le plus sûr, car il savait que la connaissance est là pour être partagée pour guider les autres en sécurité. Elias regarda la figure de cordon inachevée. La Fondation Héritage Thorne est la tentative de répandre cette pierre de lumière de la connaissance. Pas de l'or, mais la capacité à voir les récifs. La force émotionnelle de cette explication frappa l'équipe plus fort que n'importe quelle prime salariale. Dr. Wagner, le programmeur cynique, hocha lentement la tête. Il avait compris la mission. La Fondation n'était pas la manie privée d'Elias. C'était un mode d'emploi éthique pour la technologie. La poussée finale. Les derniers jours furent un tourbillon de codage, de modélisation et de script pour la réalité augmentée. Léna écrivit les textes expliquant les capsules de morale des Netsuke, tandis que Elias, maintenant en plein rôle de leadership, appelait personnellement les membres les plus importants du conseil d'administration. Il ne parlait pas de bilan ou de gain boursier. Il parlait du rire de Kaito et de la pierre de lumière. Le jour de l'exposition de compréhension,
la présentation informelle censée devancer. Finch, l'équipe, était épuisée mais prête. Les Netsuke étaient endettés dans leur vitrine de verre et sur simple pression, les appareils mobiles distribués aux membres du conseil d'administration activeraient le pont digital. Leurs ailes glisseraient sur un globe animé symbolisant l'endurance dans les chaînes d'approvisionnement mondial. Le singe, dans une simulation digitale d'un algorithme de trading, empêcherait le pire avec un geste prudent. La scène était prête. Les mini-figures à boutons n'étaient mis plus seulement des témoins muets du deuil. Elles étaient devenues une démonstration puissante et interactive. L'heure de vérité approchait, et Elias Thorne était déterminé à ne pas perdre son fils une seconde fois.